Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence organisée par la Société d'histoire de Plessisville. Avant de débuter, je tiens à souligner la présence de gens sans qui la Société d'histoire d'aujourd'hui n'existera pas, avec deux des trois fondateurs de la Société d'histoire. Donc, M. Laurent Dubois et Mme Mercedes Mercure-Beauchamp. Alors, merci d'être là et merci d'avoir fait de la Société d'histoire quelque chose de présent aujourd'hui. Deux autres personnes aussi ne peuvent être passées sous silence par leur implication colossale du maintien actif de la Société d'histoire pendant de nombreuses années, dont M. Benoît Cloutier et M. Jean-Paul Gagnon. Nous sommes aussi choyés d'avoir la présence du maire actuel, M. Pierre Fortier. Et nous avons aussi les deux candidats à la mairie actifs présentement, dont M. Marc Morin. J'ai oublié le nom de famille, M. Marc Gendron. J'étais beaucoup de chagnon, mais c'est pas grave. Merci. Vous savez, tout ceci ne peut se réaliser sans le soutien de nombreux commanditaires, dont la Ville de Plessisville, par son soutien financier pour cette conférence et pour le projet Mémoire vivante, dont la première capsule 2025 est en ligne présentement, avec la présentation de M. Denis Cormier. Un merci spécial au groupe Boilette aussi pour la navette gratuite entre la Providence et ici, ainsi que la FADOC pour le prêt de la salle. Je m'arrête ici pour les commanditaires, mais j'en nommerai d'autres à la fin parce que sans eux, ça ne pourrait pas se faire aussi. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin parce qu'il y aura un petit goûter. 2 années se sont écoulées depuis notre première conférence sur Somerset, qui a été ô combien très appréciée. Il n'était pas rare que les membres du CA se soient fait aborder pour se faire parler de cette conférence-là et de nous demander à quand la prochaine. C'est aujourd'hui. Derrière la première et celle-ci, il y a un travail. Je ne sais pas s'il existe un mot assez puissant pour représenter tout ce qui doit être fait. Alors, et cette année, je vous assure, le micro, ça va bien aller pour suivre de première. Donc, merci à tous nos bénévoles de la Société d'histoire et aux membres du CA. Je vais leur demander de se lever pour que vous puissiez bien les identifier. Alors, les membres du CA, nos bénévoles, ceux qui ont des petites affiches comme ça, levez-vous, s'il vous plaît. Une bonne poignée de main. Oui. Nicole, reste debout. Derrière toutes ces personnes, il y a notre chère Nicole, qui est le cerveau de toute cette activité-là aujourd'hui, mais de tout ce qui se passe à la Société d'histoire. Donc, la conférence de cet après-midi, la Grande Saignée, nous amène un peu plus loin que notre Somerset de la première fois. Il est assez impressionnant de voir et de constater à quel point des familles ont été touchées par ce grand déplacement. Tous ceux avec qui j'en ai parlé m'ont parlé d'un ancêtre, d'un voisin, quelqu'un qui a tenté sa chance aux États. Certains sont restés, d'autres sont revenus, n'ayant pas fait fortune ou encore trouvé une vie meilleure. C'est le cas de mon arrière-grand-père, entre autres, qui a décidé de partir avec tous ses petits, s'en aller aux États, pour ensuite revenir, y laissant les plus vieux et revenir avec les plus jeunes, dont mon grand-père Léonce. La première conférence a été animée par un passionné, mais il semblerait qu'il n'y en a pas, ce n'est pas une denrée rare, parce qu'il y en a au-dessus de 270 devant moi aujourd'hui. Puisqu'il y a un nouveau conférencier, c'est aussi une passionnée qui fait partie de notre conseil d'administration qui nous a emmené le conférencier d'aujourd'hui.
et je demande à Mme Julie Bernier de venir vous faire les prochaines présentations. Bonjour. Bonjour. Nous accueillons aujourd'hui notre grand ami, M. Gaétan Saint-Arnaud, avec toute notre affection. Il nous encourage et nous appuie toujours avec tant d'enthousiasme. Une rencontre avec lui, c'est sans cesse une invitation à foncer et à persévérer. M. Saint-Arnaud est impliqué dans des conférences couvrant plusieurs champs de l'histoire. Il est conférencier également à l'Université du Troisième Âge, section Victoriaville et Plessisville. Il a couvert une carrière d'enseignant en histoire à la polyvalente Le Boisé de Victoriaville pendant plus de 20 ans. Sa formation en histoire dès l'université lui a ouvert une porte d'une carrière qui ne s'épuise pas. Une passion, c'est comme ça. Nous avons eu le bonheur de l'entendre à notre première conférence sur l'histoire de Plessisville il y a 2 ans. Comme conférencier, aujourd'hui, il se joint à nous comme animateur dans un échange dynamique avec M. Camden Martin, notre conférencier. Je vous invite, M. Saint-Arnaud, à nous accompagner aujourd'hui et je vous en remercie. Bonjour, monsieur. Très heureux de vous revoir tous. Vous savez, les premières fois que je rencontrais les gens de la Société d'histoire, je leur demandais, bon, vous organisez un événement, vous attendez combien de gens à l'événement? Oh, 50, peut-être 60. Et la première fois, on était au-dessus de 200 et encore aujourd'hui, on n'est pas très loin de 300. Alors, je pense qu'il y a un travail là qui est absolument magnifique, qui est fait par toute l'équipe de la Société d'histoire de Plessisville. Je pense qu'elle mérite vraiment là, une bonne main d'appui. C'est sûr que dans la salle aujourd'hui, il y a des gens des Bois-Francs, principalement, des gens de Plessisville, de Princeville, de Victoriaville, peut-être de Saint-Louis, Saint-Norbert, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent de plus loin? Oui, monsieur. Ah, vous êtes même? Est-ce qu'il y a des gens? Oui, monsieur. Pardon? Boisbriand. Boisbriand, quand même. Montréal. Belle chasse. Belle chasse. L'île aux coudes. Oh, l'île aux coudes. Ah, Sherbrooke. En arrière. Saint-Léonard-d'Aston. Montréal. Montréal. Zénon-Barth, Saskatchewan. Oh, la Saskatchewan. Oh, c'est malade. Hey! Quand je vous dis qu'elle travaille bien pour rassembler le monde, c'est tout le Québec qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire ensemble un voyage et on va faire un voyage où? Aux États-Unis. Je sais que c'est pas très recommandé par les temps qui courent, mais on va vous amener dans un temps des États-Unis qui était un peu moins tarifé, si vous me permettez l'expression. Alors donc, nous sommes aujourd'hui en 2025. Si on recule de 200 ans, on se ramasse donc en 1825. La grande question, c'est, il y a combien de familles installées dans le canton de Somerset? Somerset, c'est Plessisville, vous le savez. Il y avait combien de familles installées dans le canton de Somerset en 1825? Il y en avait 0. Il y avait combien de familles installées dans le canton de Stanford en 1825? Il y en avait 0. Il y avait combien de familles installées dans toute la région des Bois-Francs en 1825? Il y en avait 1. Alors, on parle de Charles Léon, qui est le premier colon à venir s'installer à Saint-Louis de Blandford en 1825. D'ailleurs, Saint-Louis de Blandford a fêté, a célébré très dignement cette année le 200e anniversaire de sa fondation, donc de la fondation des Bois-Francs. Et là, la question qu'on doit se poser, si en 1825, les Bois-Francs sont à peu près inoccupés, on va dire, ils étaient où les gens?
où étaient les gens de la colonie à cette époque-là. Mais c'est pas compliqué. Les gens étaient dans les seigneuries le long du fleuve. Des seigneuries dont, vous vous rappelez, là, plusieurs noms sont restés en mémoire, comme la seigneurie de Bécancour, la seigneurie de Godefroy, Gentilly, l'Évrard, donc des noms qui sont restés dans l'histoire, qui nous rappellent les seigneuries. Or, en 1825, c'est quoi la condition de vie des gens dans les seigneuries? Mais c'est absolument insoutenable. Et pourquoi c'est insoutenable? Parce que ces seigneuries-là sont surpeuplées. Dites-vous qu'à l'époque de la conquête, dans les seigneuries, là, entre Québec et Montréal, il y avait à peu près 65 000 personnes. En 1825-1830, le même espace, ou un petit peu plus, doit faire vivre 500 000 personnes. Alors, vous comprenez que les terres sont surpeuplées et que vraiment, là, pour un jeune paysan, il y a à peu près pas d'avenir. Les terres disponibles sont très rares et sont évidemment hors de prix. Alors, quel est l'avenir qui s'offre à ces gens-là? Ben, bon, je vous disais, il y a surpeuplement. Alors, quel est l'avenir qui s'offre à ces gens-là? Il y a 3 options. Alors, la première, c'est de dire, je vais quitter l'espace seigneurial pour aller dans les 2 grandes villes de la colonie, qui sont Québec, qui sont Montréal. Alors, à Québec et à Montréal, on commence à ouvrir des manufactures à partir de 1830-1840, mais il est évident que ces manufactures-là sont pas assez nombreuses pour accueillir tout le flot de paysans qui veulent venir s'installer en ville. Donc, faut trouver une deuxième solution. Et quelle va être la deuxième solution? Mais coloniser de nouvelles régions. Si ça va pas dans les seigneuries, allons ailleurs. Et où va-t-on aller? Bon, on va aller dans les Laurentides. Vous vous rappelez, on a vu ça là, pendant des années, les belles histoires des pays d'en haut avec le curé Labelle, l'histoire de la colonisation des Laurentides. La colonisation du lac Saint-Jean qui va commencer pendant cette période-là, et la colonisation des Bois-Francs, qui va commencer bien sûr avec Charles-Léon en 1825, mais très vite, avec des colons qui vont s'amener ici à Somerset, à Stanford, dans le canton d'Arthabasca. Alors donc, il a colonisé de nouvelles régions. Mais, rapidement, là aussi, il y a des déceptions. Si à Québec et à Montréal, on est incapable d'accueillir tout le monde, dans les régions, dans ces régions-là, on est capable d'accueillir beaucoup de monde. Mais quand on parle d'accueillir, ça veut dire quoi? Ça veut dire accueillir des gens qui vont être en mode survie, qui vont vivre une période de misère, qui vont vivre des souffrances, qui vont vivre l'isolement. Alors donc, il va falloir trouver une 3e option. Et quelle est cette 3e option-là? Partir pour les États. Alors, partir pour les États, ben, c'est que le bruit se répand, qu'aux États, il y a des manufactures, il y a des filatures, et ces filatures-là ont besoin de main-d'œuvre. Puis, on a reçu une lettre d'un tel qui y est allé, puis qui dit, viens-t'en, il y a de l'ouvrage pour toi. Et là, tranquillement, pas vite, on va voir un flot de migration se diriger vers les États-Unis. Ça va aller lentement. Au départ, on parle de dizaines, puis on parle de centaines, et finalement, on parle de milliers de Canadiens français. On ne disait pas Québécois à l'époque, on disait Canadiens français. Des dizaines et des centaines et des milliers de Canadiens français vont quitter le sol natal, pour aller faire leur vie aux États-Unis. Et là, ça va se faire dans des conditions épouvantables. On peut le faire avec des chevaux et on met tout son barda sur une charrette. On va le faire en train souvent. Il y avait des recruteurs qui s'amenaient dans les nouvelles paroisses pour recruter des gens qui allaient en train là, jusqu'aux États-Unis. Alors, la question que je vous pose maintenant, à main levée rapidement, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des ancêtres qui ont émigré aux États-Unis? À main levée. Oh mon Dieu! Bon, alors voyez, et je pourrais lever ma main aussi, donc, voyez, on en a beaucoup. Et une des preuves tangibles que ces gens-là sont allés, et ça serait facile de vérifier, aller aux États-Unis, ben vous verrez plus tard, là, quand ce sera devenu vivable, mais
Si vous allez aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, dans une ville comme Lowell, où il y avait des filatures, et que vous prenez un bottin téléphonique, il est à peu près sûr que vous allez retrouver votre nom de famille dans ce bottin-là. Mais c'est à peu près sûr aussi que votre nom va y être et que peut-être vous ne le trouverez pas, et pourtant, il est là. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a des gens, des Canadiens français, qui sont allés faire leur vie aux États-Unis et qui se sont assimilés au point de transformer leur nom de famille, au point d'angliciser leur nom de famille. Alors, par exemple, les Lebrun vont devenir les Rangs. Alors, on va faire un petit exercice ensemble. Donc, assimilation à la culture américaine. Je vous donne des noms anglais et vous essayez de me trouver le nom français. Clearwater, c'est Eau-Claire. Greenwood, Trois-Mers. Là, on est dans le facile. Waterhole. Trudeau. Les Trudeau. Bon. Les Blair. Les Belair. Les Better. Les Lemieux. Les Stones. Alors là, vous avez différentes. Vous avez la roche, des rochers, du rocher, la pierre, là, qui étaient tous Stones. Les Fairfield. Les Beauchamps. Les Deschamps. Les Bing. Les Lefebvre. Les Bakers. Les Boulangers. Lui est plus difficile. Les Farmers. Terrien. Ah, madame l'a dit? Terrien. Les Terriens. Et pour terminer, et voilà, c'est ce qui conclut. Alors, je vous passe maintenant, je vais rendre la parole à Julie Bernier, qui est une des grandes, l'organisatrice en chef de cette chose-là, et qui va vous parler de la migration de sa famille aux États-Unis. Alors, Julie? C'est pas peur. Gaétan? Voilà, c'est. Ah oui, ok, je vais te l'aider. Je vais m'adapter. Ce sont 3 générations de ma famille, les Caillé et les Mercier, qui se sont établis à Lowell, au Massachusetts, lors de cette grande migration. Mes ancêtres, incluant ma mère, ont vécu cette partie de l'histoire eux aussi, à l'instar des centaines de milliers d'autres Canadiens français. Je vous en parle en distinguant le tout en 4 étapes, de façon la plus générale possible. Les étapes sont les suivantes: le départ, la vie familiale à Lowell, le retour au Canada ou non, et l'arrivée à Plessisville. Pour poursuivre, permettez-moi la lecture pour que je demeure dans l'objectif poursuivi. La première étape, le départ. Mes arrière-grands-parents Caillé arrivent à Lowell, au Massachusetts, en l'année 1900. Ils sont partis de Saint-Ligory, c'est dans le comté de Montcalm, près de Joliette, avec leurs 13 enfants, pour s'établir à Lowell. En 1905, l'autre famille, mes arrière-grands-parents, les Mercier, partiront de Victoriaville, ville qu'ils habitent depuis quelques années à peine, parce qu'ils ont quitté Berthier-sur-Mer pour trouver, eux aussi, emploi et résidence. Ma grand-mère naîtra à Victoriaville. Par la suite, la famille Mercier va quitter Victoriaville et partira pour Lowell avec leurs enfants et s'y installeront. D'autres enfants du couple naîtront à Lowell. La deuxième étape, c'est la vie familiale à Lowell. Le mariage de mes grands-parents.
Parce que ces deux familles canadiennes-françaises habitent Lowell, mes grands-parents s'y rencontreront. Tous les deux travaillent dans les manufactures comme leurs parents. Ils se marient en 1912. Ils auront 5 enfants, tous nés dans la même ville. Les enfants, dont ma mère, vont fréquenter l'école catholique française et vont apprendre l'anglais. Leur père est devenu au fil du temps mécanicien des machines anglaises dans la manufacture dans laquelle il travaillait, ce qui lui a permis d'améliorer leur situation économique. Leur mère demeure à la maison selon un recensement américain de 1920. La troisième étape, le retour ou non au Canada. En 1928, ils vont revenir au Canada car les usines ferment. Ils s'installeront à Montréal. Mon grand-père Caillé y sera mécanicien aussi dans les manufactures. Les arrière-grands-parents Caillé reviendront eux aussi. Certains de leurs enfants, ils en avaient 13, vont rester à Lowell ou dans le Massachusetts. D'autres vont partir vers le Michigan et d'autres vont s'en aller dans l'Ouest canadien. Mes arrière-grands-parents Caillé ont donc des descendants dans tous ces endroits encore aujourd'hui. Les arrière-grands-parents Mercier, ceux qui sont partis de Victoriaville, tant qu'à eux, ne reviendront pas, ils vont mourir là-bas, toute la famille va rester là-bas. La quatrième étape, l'arrivée à Plessisville. Bon, le lien avec tout ça, ce qui relie la famille Caillé à Plessisville, c'est le travail. En 1933, M. Jean-Louis Héon demande à mon grand-père de venir travailler comme mécanicien des machines anglaises à Plessisville. Mon grand-père le connaît parce que c'était son travail à Lowell. C'est ainsi que toute la famille quittera éventuellement Montréal pour s'établir à Plessisville en 1935. En 1937, M. Héon fonde le Tricot Lassalle et mon grand-père va y travailler jusqu'à sa retraite. Le frère de ma mère y a travaillé également. Il a fait le même métier que son père, mécanicien de machines anglaises, et il fut aussi à l'emploi du Tricot Lassalle. Et mon oncle, donc le frère de maman, lui, dans les années, à peine quand il avait 13 ans ou 12 ans, il travaillait déjà dans les manufactures à Lowell. Fait que c'était un bref portrait. Et je termine en disant que 2 ou 3 de ces générations de la famille Caillé reposent maintenant ici, au cimetière de Plessisville. Merci. Ça termine ma partie, mais j'ai fait une petite erreur. J'ai mis par papier qui se fait. Maintenant, nous accueillons avec grande joie notre nouvel ami, M. Camden Martin. M. Martin est un fier descendant canadien-français de la 5e génération d'une famille franco-américaine s'étant établie au Maine dans les années de cette grande migration. Il vit à Auburn, dans l'État du Maine, et travaille à Lewiston, tout près. Camden a vécu son enfance dans un environnement anglais, mais à l'adolescence, il veut savoir, il veut connaître la langue française et l'histoire de sa famille d'origine canadienne-française. À l'adolescence, il demandera une bourse et il partira apprendre la langue française en faisant une partie de ses études à Nîmes, en France, où il passera un peu plus de 2 ans. De retour chez lui, il va poursuivre son cheminement d'études au Québec, au cégep de Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean. Il veut habiter et mieux connaître ce Québec, l'endroit d'où viennent ses ancêtres. Il a un amour profond et grandissant pour le Québec. Il est tant attaché aux faits français, que ce soit notre langue ou notre histoire, qu'il peut nous partager sa grande connaissance de ce moment historique. Camden est reconnu pour son implication dans ce domaine, que ce soit en Nouvelle-Angleterre, au Québec ou en Acadie. Merci Camden d'être là aujourd'hui avec nous. Bonjour, bonjour. Ça commence bien. Donc bonjour, je suis vraiment ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc on va faire juste un petit changement technique ici rapidement parce qu'il va falloir changer d'ordinateur. Mais ce que je tiens à dire, c'est que tout à l'heure, Monsieur Saint-Arnaud, vous avez posé la question si à main levée, combien d'entre vous auraient un on-site qui serait parti aux États-Unis. Donc effectivement, aujourd'hui, on appelle ça une conférence, mais de vous voir tous avec des mains levées de même, j'ai envie de dire que c'est plutôt une réunion de famille. Donc, je tiens à remercier d'être là aujourd'hui. Donc, juste 2 secondes, le temps que je change de carte. OK. Un peu de suspense, là, c'est parfait. Bon.
Bon, donc là, on a parlé pourquoi les Canadiens français sont partis. Maintenant, on va parler de ce qu'ils sont devenus. Hein? Donc, comme m'avait souligné Julie, effectivement, je suis de la 5e génération née aux États-Unis. Donc, on va voir ça rapidement. Il va falloir que je me déplace un peu. Donc, vous allez voir, c'est... Donc, un peu de généalogie. Donc, moi, je suis de la 5e génération. Ici, pour ceux qui sont loin, là, je m'excuse, la photo, il y a beaucoup de photos, donc c'est pour ça que la photo ici petite, là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je descends de François Xavier Martin, né en 1859 à Saint-Liboire, donc près de Saint-Hyacinthe. Et puis lui, il va venir avec sa famille s'installer à Lewiston. Puis ainsi de suite, il va avoir ses enfants et on va arriver jusqu'à moi. Donc je vais faire ça comme ça, c'est le plus simple. Oh, voilà. Donc après, François, il va avoir son fils François. Vous allez voir, il y a beaucoup de François. Et puis même François, le premier dans la photo, son père à lui s'appelait François aussi. Donc, bon, je pense que si j'aurai un enfant, il va s'appeler François. Mais, donc, François Martin, né à Lewiston, c'est mon arrière-grand-père. Après, on va trouver Paul-François Martin, mon grand-père, né à Lewiston en 1925. Après, on va trouver mon père, Paul Martin, comme le premier ministre, bien entendu. Puis, on va trouver moi, en 1995, né à Lewiston. Ce que vous voyez, ceux qui sont en avant, vous le voyez quand même bien, mais ceux qui sont loin, je m'excuse encore. L'image, c'est moi et mon père devant l'église de Saint-Liboire, mois d'août l'année dernière, en fait, en 2024. Donc, ça c'est, donc vous voyez 5 générations, donc de mon arrière-grand-père jusqu'à mon père. La première langue, la langue maternelle des Martins, rendu là, c'est le français. Rendu à moi, c'est l'anglais. Donc, on va parler un petit peu de ça, mais ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est que les Canadiens, quand ils sont arrivés, ils ont tenu le temps à garder leurs mœurs, leur langue, surtout autrefois aussi, que finalement, pendant près d'un siècle, on est resté Canadien-Français. Aujourd'hui, si on va parler avec des aînés dans mon coin, que ce soit à Lewiston, à Fall River, New Bedford, Manchester ou ailleurs, les gens ils vont toujours se revendiquer Canadiens, parce qu'il n'y a pas eu... parce qu'après, il y a eu le Québec, c'était fermé, mais en Nouvelle-Angleterre, on est toujours resté des Canadiens. Ce qui était synonyme de personnes francophones du Canada, bien entendu. Donc, un peu sur moi. Donc, comme Julie avait souligné, franco-américain, 5e génération, né à Lewiston. Donc, moi, j'ai fait mes études en France. Donc, vous allez voir aujourd'hui, il y a un drôle de mélange. Moi, je suis vraiment le fruit de mon parcours à niveau des accents parce que vous allez voir, moi j'ai fait des études au Lac-Saint-Jean, bien entendu, Lac-Saint-Jean. Après, j'étais aussi à Nîmes, donc encore à l'accent, il peut revenir comme je vous l'ai dit. Hein. Donc, et puis là, je vous laisse deviner laquelle des photos a été prise au Lac-Saint-Jean. Hein, après. Donc ça, c'était tout près de Saint-Félicien en hiver, pas en été. Puis, moi j'ai eu la chance de revenir une fois, après avoir terminé mes études au Cégep de Saint-Félicien. Je suis retourné aux États-Unis, puis j'avais toujours l'ambition de travailler, puis de faire l'effort de faire rayonner le fait français dans mon coin. Donc aujourd'hui, j'ai l'honneur, le plaisir de faire partie de plusieurs conseils d'administration différents. Je fais partie de l'Alliance française du Maine, la collection franco-américaine, la Société généalogique franco-américaine du Maine, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est surtout une histoire générale, mais c'est aussi une histoire familiale. Parce qu'en fait, moi, quand je parle de l'histoire, c'est vrai qu'on parle des grandes lignes, des choses comme ça, mais l'histoire devient personnelle lorsqu'on parle des choses personnelles, bien entendu. Donc, ça va être aussi une histoire familiale. Pourquoi je vous ai mis cette photo? Parce que cette photo a été prise au mois de février 1948. Donc, effectivement, moi, je ne fais pas partie de cette photo, mais cela, pour autant, c'est mon père qui se trouve en tant que bébé, ici. Okay? Donc, ici, on a 4 générations. Donc, si vous voyez ici, c'est mon père avec le gros front, hein, ça fait partie des Martins. Puis, on a ma grand-mère Muriel Marois, son père à lui, mon arrière-grand-père Léon Marois, et sa mère à lui, Rosanna Pazinet, née en 1879 à la présentation au nord de Saint-Hyacinthe. Mais, je vais parler, il y a un lien avec cette région ici. Pourquoi je vous montre cette photo-là? C'est parce que souvent, on parle des faits dans l'histoire et quand ça remonte plus de 100 ans, 150 ans, 200 ans, on pense que c'est très loin. Effectivement, c'est loin, mais en même temps, l'histoire peut être rapprochée si on fait le lien avec les générations. Donc, par exemple, mon père, il est ici, qui est toujours vivant aujourd'hui. Moi, je connais mon père a connu son grand-père, et ainsi de suite. Donc, on peut arriver rapidement. Oui, c'est vrai. Donc, ici,
donc ici, c'est le même monsieur, c'est mon arrière-grand-père lors de ses noces, Léon Marois avec Blanche Garand, de notre famille Garand. Ici, c'est ses parents, quand eux, ils se sont mariés à Dawson en 1898, donc Rosanna Bazinet et Henri Marois. Ce qui est intéressant de savoir ici, c'est, voilà les parents de Rosanna Bazinet. Donc ici, nous avons Charles Bazinet et sa mère, Adeline Courtois. Adeline Courtois est originaire de Saint-Denis-de-Nicolas, qui est pas très loin. Puis Charles Bazinet est originaire de Saint-Denis-sur-Richelieu. Il est né en 1832, puis il avait 5 ans lors de la bataille de Saint-Denis. Donc, pendant la rébellion des Patriotes. Donc, pourquoi je parle de la rébellion des Patriotes? C'est parce que, effectivement, tout à l'heure, on parlait des contextes socio-économiques, pourquoi les Canadiens sont partis, mais aussi, lorsqu'il y a eu la rébellion des Patriotes, il y a une grande partie aussi qui s'était réfugiée en Nouvelle-Angleterre. Donc, moi, ce que j'aime à croire, c'est que quand mon arrière-grand-père était petit, qui avait connu son grand-père à lui, j'aime ça à croire que son grand-père lui racontait les canons de la bataille de Saint-Denis quand lui était petit, parce qu'il avait 5 ans. Donc, vous voyez, on rattrape l'histoire rapidement, parce que mon père, bien entendu, a connu son grand-père, et je connais mon père, et puis là, on arrive à remonter à 1832. Donc, vous voyez, c'est un peu ça aussi l'histoire. Donc, et ce qui est intéressant de savoir, une petite parenthèse, c'est Charles Bazinet qui est ici. En fait, comme je l'ai dit, il vient de Saint-Denis-sur-Richelieu. Après, il va s'installer à Saint-Christophe-Arthabasca, qui est pas très loin, bien entendu. Puis, ce qui est intéressant, lorsqu'il va se marier avec Adeline Courtois, c'est écrit que Charles Bazinet, c'est l'ami personnel d'Olivier Perrault. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ici? Olivier Perrault, c'est qui? C'est le fondateur de Victoriaville. Donc, vous voyez, l'histoire est omniprésente. Donc, on parle aussi de la région. Donc, ici, encore une photo de mon arrière-grand-mère, Rosanna Marois, elle vient de devenir Marois, mais Bazinet. Et ce qu'on voit ici, c'est une carte postale qu'elle a écrite en 1902. Puis, pour ceux qui sont un peu proches, vous le voyez peut-être écrit, mais c'est écrit Princeville. Elle avait passé les Noël ici, pas loin. Et elle avait envoyé une carte postale à sa fiole en 1902. Puis, elle raconte comme quoi elle est allée chez la tante Hamel, comme ils ont bien ri ensemble, ils n'ont pas beaucoup dormi, ils ont bien mangé, puis comme quoi elle lui souhaitait un joyeux Noël. Donc, comme avait souligné M. Saint-Arnaud, effectivement, les gens, ils vont faire quoi une fois arrivés aux États-Unis? Ils vont aller travailler soit dans les chantiers de bois, beaucoup dans le Maine, dans le Vermont, ou bien ils vont travailler aussi dans les briqueteries en premier. Puis plus tard, ils vont aller travailler dans les manufactures, surtout au Massachusetts, au New Hampshire. Et une fois que tout ce qui est les filatures vont se développer selon l'hydrographie de différentes régions en Nouvelle-Angleterre, on va voir des Canadiens arriver un peu partout maintenant. Donc, ce qu'il faut savoir, on parle des manufactures, on parle des filatures, on dit que oui, effectivement, il fallait chercher de l'argent, il fallait partir. C'était ça ou mourir sur sa terre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que travailler dans les usines, c'était pas aussi une bonne chose. C'était très, très difficile, c'était dangereux. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces manufactures-là, déjà, lorsqu'on était devant un métier à tisser, les bobines, tout ça, ça tournait tellement rapidement qu'il y avait un risque de se faire arracher les cheveux. Avec le coton qui flottait dans les airs comme poussière, on respirait ça, on avait beaucoup de problèmes de respiration. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que le son qui produisait toutes ces machines-là était vraiment assourdissante. Donc, c'était des conditions de travail très difficiles. Les gens travaillaient pendant 12 heures de temps, souvent 6 jours par semaine. Puis on commençait à travailler dans ces usines-là à partir de 6, 7, 8, 10 ans, et ainsi de suite. Ce que nous allons voir tout de suite, c'est un extrait d'un reportage qui a été tourné dans les années 60 à Manchester, de New Hampshire, de Radio-Canada. Et puis on va voir des personnes qui vont intervenir sur l'expérience vécue dans les manufactures. Donc, ça va être un peu technique. Moi, je dois déplacer le micro pour le mettre ici. Monseigneur, on retourne là, au début ici, quand votre famille est arrivée. On arrivait pas près. Absolument, il y avait ce moyen de locomotion. J'imagine un père qui arrive avec sa femme et ses enfants, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Qu'est-ce qu'il faisait immédiatement en arrivant? D'ailleurs, vous savez, ça s'est fait par enchaînement, ça. La famille arrivait, puis les parents écrivaient, puis les autres arrivaient, alors ils les accueillaient, vous savez. Ils arrivaient. On raconte qu'il y en a un qui était arrivé avec sa famille avec une cruche de soupe au porc. Et puis ça, en fait, et puis il s'en a, qui était tout émerveillé de voir la ville, puis
Passant, il frappe la cruche sur un arbre dessus, puis il perd toute sa soupe, c'est tout ce qu'il y avait à manger. Ici, les compagnies, les filatures, là, se préparaient à recevoir, vous savez, leur main-d'œuvre. D'abord, ils allaient la chercher. Et ils ont construit d'immenses, vous avez peut-être vu le long de la rivière, là, d'immenses séries de maisons en briques rouges avec des cheminées. Ce sont les plus confortables. Celles-là, elles ont été faites plus après. Mais les premières, c'était des affaires en bois. Vous savez, on entassait le monde là. C'était comme des taudis, vous savez. Il n'y avait pas de règlement d'hygiène, rien. Les plus jeunes, les filles les plus jeunes, il y avait quel âge? Oh, je peux pas dire, mais il y en avait qui se cachaient, il est monté en haut quand le super passait, là, il est monté en haut pour les cacher pour pas que les super les voient, parce qu'il était trop jeune. Il y en a qui ont commencé à 12 ans à travailler au moulin. Allez-y. Il n'y avait pas de loi de ce qu'on appelle le child labor law. Et puis les gens se commençaient à 9, 10, 11, 12 ans à travailler. Ouais. Dans ce temps-là. En quelle année? Ben moi je parle de 1909. En 1909. Il n'y avait pas de salaire pour commencer, tant qu'ils ne savaient pas l'ouvrage. Ça veut dire ça peut-être 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ça dépendait comment vite tu vas apprendre. Étiez-vous payé à la pièce ou parce que vous étiez... Non, j'étais payé à la journée. Puis ça gagnait combien, quoi, un enfant de 12 ans? Ben, quand j'ai commencé à travailler là, moi, j'étais jeune, j'avais 13 ans. Je gagnais 7,34 par 2 semaines. Ensuite, les gages m'ont augmenté à 9,57 par 2 semaines. Les femmes, t'as-tu payé autant que les hommes? Ben, non, je sais pas dire, là, je peux pas dire. Vous étiez fille, moi, à ce moment-là, vous n'étiez pas mariée, voilà. Non. Probablement vous raconter. L'homme ou femme, c'était la même paye. Ou n'importe quoi disponible. C'était toute la même paye. Oui. Il y avait combien d'ouvriers? On a été jusqu'à 20 000 personnes. C'était une des plus grosses compagnies de coton du monde. L'univers dans le temps. 20 000 personnes. 20 000 personnes. Ça a été dans le plus fort. Il y avait combien de Canadiens sur les 20 000? Ouais. Pas tout à fait la moitié, mais à peu près 40%. Donc déjà, pour ceux qui n'avaient pas entendu, c'est que Namoskeg, on parle de la manufacture Namoskeg à Manchester, à son apogée, c'était la plus grande compagnie de textile dans le monde, à 25 000 personnes qui travaillaient pour Namoskeg. Donc sur ces 20 000, on avait à peu près 40% de Canadiens français. Donc c'est quand même immense. Donc vous avez vu avec le cordon de manufacture, c'était vraiment une ville à l'intérieur d'une ville. Hein. Donc ça c'est... Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y avait très peu de villages au Québec qui dépassaient 10 000 personnes à l'époque. Donc, vous voyez juste, rien que l'exemple de Manchester, c'est immense. C'est vraiment très, très grand. Donc, on va regarder pour les chiffres des différentes étapes. Donc, en premier, moi, je disais que le Maine, le Vermont va recevoir les premiers contingents. Ça va être surtout à partir des années 1840, 50, 60. Et puis plus tard, ça va être surtout les États du sud de la Nouvelle-Angleterre qui vont recevoir le plus grand contingent de Canadiens français, surtout le Massachusetts. On va parler autour de 425 000 personnes de Canadiens qui vont descendre vivre au Massachusetts et pas revenir nécessairement. Puis, donc, comme l'a dit M. Saint-Arnaud, effectivement, on avait 2 choix. On avait le choix de venir en Nouvelle-Angleterre ou bien dans le Midwest. L'Ouest canadien un peu, mais encore là, c'était limité. Par rapport au gouvernement, la volonté du gouvernement canadien, fédéral. Et puis on avait les terres de colonisation, que ce soit l'Abitibi, la Saint-Jean. L'Abitibi c'est un peu plus tard, mais ainsi de suite. Donc vous voyez un peu les chiffres. Donc au début c'est vraiment Maine, Vermont, puis plus tard ça va devenir le Massachusetts qui a le plus grand contingent. Donc si on parle de la Nouvelle-Angleterre, on entend parler souvent de Lowell, Fall River, New Bedford, on va parler de Manchester, Lewiston aussi. Mais vous voyez un peu ici, donc avec les cercles plus foncés, ça veut dire
cette ville, la population canadienne-française représente plus de 20% de la population de chaque ville. Donc ça, c'est important parce que, par exemple, si on prend l'exemple de Lewiston, les Canadiens représentaient toujours à peu près 40-50%, même plus loin, 70%. Donc ça change toute la donne par rapport à la politique et tout ça, c'est très important à savoir. Alors que lorsqu'on parle de Lowell, Lowell a reçu à peu près 30 000 Canadiens durant une période qui s'était échelonnée sur, on va dire, 50 ans. Mais les Canadiens n'ont jamais eu, ils n'ont jamais eu la majorité au niveau de la population. Donc, la surveillance, faut bien parler de ça à un moment donné, Donc, pourquoi c'est si important de parler de la survivance vis-à-vis de l'histoire des Canadiens français? C'est parce que c'est vraiment la structure, la mentalité qui va structurer les Canadiens français une fois qu'ils vont s'installer en Nouvelle-Angleterre. Ça prend quoi pour rester qui on est? Ça prend surtout la foi catholique à l'époque. Donc, souvent, les curés, les prêtres disaient, celui qui perd sa langue perd sa foi. Donc, ce qui était l'enjeu principal pour le clergé au Canada français, c'était pour que les ouailles restent catholiques, et ils avaient vraiment peur qu'une fois partis aux États-Unis, ils allaient perdre leur foi. Et ce qui était vrai au début, dans les années 1840, 50, c'est vrai que les premiers Canadiens ils sont arrivés, puis ils se sont noyés un petit peu au sein de la population. Mais une fois que les plus gros contingents sont arrivés, on parle surtout après la guerre de sécession, donc après les années 1860, on va vraiment avoir des petits Canada qui vont se former. Et dans ces petits Canada, ça prend absolument une église. Donc, ce qui est donc dans chaque fois qu'on remonte dans l'histoire des différentes paroisses canadiennes-françaises en Nouvelle-Angleterre, on va toujours parler d'un prêtre zélé, missionnaire qui est arrivé du Québec pour prendre soin de son troupeau en Nouvelle-Angleterre. Et puis, chaque grande ville, que ce soit Lowell, Lewiston, Fall River, on parle toujours d'un prêtre missionnaire, etc., qui venait du Canada prendre soin. Et pourquoi c'est si important de savoir? Parce qu'au début, ceux qui allaient partir, on se méfiait d'eux. Quand je dis on, ça on parle du gouvernement, le gouvernement du Bas-Canada. Parce que déjà, dès les 1840, on fait des rapports et puis on constate qu'il y a de plusieurs centaines de personnes qui quittent le milieu rural et pour s'en aller aux États-Unis. Et en fait, pendant je dirais de 1840 jusqu'en 1870, la rhétorique officielle donc du Bas-Canada et puis de la province de Québec, c'était de pas reconnaître ces gens-là, et c'était carrément de les traiter de lâches ou des gens qui, comme disait Sir Georges-Étienne Cartier, un des pères de la Confédération, c'est la canaille qui s'en va. Donc effectivement, c'est du monde qu'on disait que non, c'est eux, ils veulent pas travailler leur terre, ils veulent devenir des protestants. Non, on veut pas de ce monde-là. Mais effectivement, c'est bien beau pour 10 personnes, 100 personnes, mais quand tu as 50 000 personnes, 200 000 personnes, ça devient dramatique. Donc, ce qu'on va voir dans l'histoire, c'est que on va voir des paroisses s'établir. Donc, ici, on a l'image de la paroisse de Saint-Joseph de Burlington qui a été fondée en 1849. Et puis ça commence à changer la donne, et puis on commence à avoir des écrits sur les Canadiens une fois installés aux États-Unis. Donc j'attire votre attention ici en haut. Ça c'est le livre du père Edward Hammond qui a écrit une histoire sur les Canadiens français installés en Nouvelle-Angleterre. Et puis ici c'est la monographie paroissiale de Notre-Dame des Canadiens à Worcester, écrite dans les années 1871. Par l'abbé Chandonnet, qui justement raconte que, effectivement, les Canadiens restent de bons Canadiens, restent de bons catholiques, qui continuent à parler leur langue, et puis qu'il faut les respecter, et puis en dehors de là, il faut les soutenir, il faut envoyer plus de clergé, il faut qu'on envoie des professionnels, des médecins, des avocats, et ainsi de suite. Donc, pour chaque grande ville aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre, où il y avait une grande, comme je disais, il y avait une grande population canadienne-française, on parle toujours d'un prêtre zélé missionnaire. Donc ici, si on prend l'exemple de Manchester, l'église Saint-Augustin à Manchester, on voit que, pourquoi ça s'appelle Saint-Augustin? Parce que le père, il s'appelait Augustin Chevalier, qui était originaire de l'Assomption. Donc, ici, sur cette carte postale, qui fait partie de ma collection, c'est les œuvres, qu'on attribue, comme œuvres qu'avait mené, le père Chevalier. C'est notamment la construction d'églises, la construction d'une école, ça va être la construction d'un presbytère, plus tard un hôpital, et ainsi de suite. Donc ça, c'est juste l'exemple d'une paroisse à Manchester. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à son apogée à Manchester, il y avait 8 paroisses canadiennes françaises. Ce qui veut dire que chaque paroisse avait
sans l'école, sans le presbytère, ces associations laïques, que ce soit les Enfants de Marie, les Dames de Saint-Henri, et ainsi de suite. Et il va extrapoler ça sur toute la Nouvelle-Angleterre. C'est pas juste à Saint-Augustin, c'est partout. Et c'est vraiment une espèce de Canada français reconstruit une fois en Nouvelle-Angleterre. Donc, ici, on a l'exemple de Saint-François Xavier à Wolski, au Vermont, qui était fondé par le père Colette. Et ici, on parle des différentes paroisses canadiennes françaises chez nous, à Lewiston. Donc, en fait, si je tire votre attention ici sur ça c'est l'église Saint-Pierre et Paul. C'est la première église qui a été fondée en 1871. Puis, ça a été fondé par le curé Évé, qui était venu de près de Saint-Hyacinthe, un petit village qui s'appelle Saint-Barnabé. Puis lui, encore une fois, on raconte que quand c'est temps d'arriver à Lewiston, il frappait aux portes pour trouver l'hébergement. Et quand c'était un prêtre catholique, tout le monde le refusait. Puis c'est très difficile pour lui de trouver un endroit et c'était pas vraiment facile au début en étant catholique à l'époque. Et puis, plus tard, la paroisse de Saint-Pierre va devenir trop petite, donc on va créer d'autres paroisses. Ça va être la paroisse Sainte-Marie, la paroisse Saint-Louis. Dans les années 20, ça va être la paroisse Sainte-Croix, Sainte-Famille. Ça va être aussi Sacré-Cœur plus tard. Et en fait, on va démolir la première paroisse, la première église de Saint-Pierre. On va reconstruire la basilique. La basilique Saint-Pierre-Saint-Paul, c'est la deuxième plus grande temple catholique en Nouvelle-Angleterre. Oui. À Lowell, il y a une église qui a passé au feu. Oui, tout à fait. C'est laquelle? Ça, c'est à Lowell, c'est pas à Lowell. Okay. Ouais. Mais donc ça, on parle de à peu près 5-6 paroisses nationales à Lewiston, mais il faut compter 5, 6, 7 paroisses canadiennes françaises dans toutes les grandes villes de la Nouvelle-Angleterre, que ce soit Lowell, Fall River, et ainsi de suite. Et donc ça, c'est beaucoup d'infrastructures, en fait, auxquelles les Canadiens s'aggraffent pour garder leur identité. Donc, ça prend aussi les écoles, bien entendu. Donc, ici, si on prend l'exemple de Lewiston, la première école, ce sera l'asile de Notre-Dame de Lourdes. Ça va être les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe qui vont arriver suite à la demande de Monseigneur Pierre-Yvé. Et puis, ça va être une espèce d'orphelinat où on va faire des cours privés en français. Et puis, ça va y venir 3 restreints. Et puis, encore une fois, le Père Yvé va faire demande à d'autres religieuses pour venir prendre la desserte de l'éducation ici. Donc, ça va devenir avec le bloc dominicain, ici en haut. Puis après ça, ils vont faire le collège. Donc ça va être les frères maristes, par exemple, qui vont prendre la desserte, les frères maristes d'Iberville. Puis, ça va être, comme je disais, les Sœurs de la Charité, ça va être les Dames de Sion, ça va être, ici, ça va être encore une fois la chapelle à Auburn, ça va être les Dames de Sion, le pensionnat. Ça, c'est l'orphelinat de l'asile Aimé, qui était encore, je m'excuse pour ceux qui sont très loin, vous pouvez pas vraiment voir, c'est un bâtiment en briques. Puis, ici, encore une fois, ça va être les Sœurs de la Charité. Il y avait quelques écoles laïques dans chacune des villes où il y avait beaucoup de Canadiens français, mais généralement, c'est toujours dirigé par des religieuses ou des religieux. Je remets tout ça. Donc ça, j'ai juste dans Lewiston, ce qu'il faut pas oublier. Donc, avec l'évolution des écoles, on va remplacer ce qu'on appelait autrefois le collège, qui était sous la desserte des frères maristes, puis après ça va devenir l'école Saint-Pierre et Paul, qui était où on avait les dominicaines qui venaient enseigner, puis aussi les frères du Sacré-Cœur, qui, évidemment, ça vient pas très loin d'ici. À l'école Sainte-Marie, on avait les Ursulines. À l'école Saint-Louis, on avait les Sœurs de la Présentation, les petites franciscaines de Marie. À l'école Sainte-Croix, on avait les Sœurs de la Présentation de Marie. À l'école Sainte-Famille, on avait les Sœurs de Saint-Joseph de Lyon, et ainsi de suite. Vous voyez ça, encore une fois, juste à Lewiston. Vous pourrez y trouver, comme à Québec ou dans les grandes villes ici, vous pourrez y trouver une grande diversité d'ordres religieux. Une école paroissiale. Et si une paroisse était plus riche, normalement, il y avait 2 écoles. Une école pour jeunes filles placée sous les bons soins d'une communauté religieuse, et évidemment, une école pour garçons dirigée par des religieux. Depuis, ce système a bien changé.
on va à un collège, à l'école Saint-Jean. Comment Saint-Jean? Comment faire ça dans l'école? Saint-Jean. L'école Saint-Jean. On a 16 maîtresses canadiennes, tous des Canadiens, c'est pour ça. Il y a un petit village à Bionne, nous autres, ils parlent mieux anglais que nous autres. À cause, ils ont tout le temps vu des écoles publiques. Les maîtresses anglaises, puis ça parlait qu'anglais. Mais nous autres, nos sœurs, dans ce temps-là, on aurait 1 heure d'anglais par jour. Comment c'est comment ça? La même chose, le matin, anglais. Oui, les premiers temps, dans le matin. C'est pour ça qu'on vient de français. Nos sermons à l'église, les 4 messes, tout en français, à cette heure. Une messe en français, c'est ça? Tout en français. Je vais répéter ce qu'il avait dit, grosso modo, c'est que lui, il est né, on parle de Manville au Rhode Island, donc au nord de Providence, dans ce coin-là. Puis, la paroisse Saint-Jacques avait son église avec les 4 messes en français, puis l'école était en français, tellement qu'il y avait juste une seule heure d'anglais, tellement que il est né aux États-Unis, mais il n'a pas appris pour autant parler anglais. Et ça, c'est vraiment le cas de plusieurs. Donc, par exemple, mon arrière-grand-mère, Blanche Garand, quand elle est née à Lewiston, elle est décédée à Lewiston, puis elle avait vraiment pas besoin d'apprendre l'anglais, là. Elle faisait tout en français. Quand je parle de tout, je parle de l'hôpital, l'école, le commerce, tout se faisait en français. Et ça, ça a vraiment perduré dans le temps pendant près de 100 ans. Vous allez voir comment. Donc, qu'est-ce qu'on apprenait à l'école? Donc, bien entendu, dans les écoles paroissiales, il fallait d'abord sauver les âmes. Hein? Donc, on va faire notre bon catéchisme, on va apprendre sur notre Sauveur Jésus-Christ, ainsi de suite. Puis, en dehors de là, on va apprendre l'histoire du Canada, on va apprendre l'histoire de France, dépendamment qui était notre ordre religieux, parce qu'il y en avait beaucoup qui venaient directement de France aussi, suite aux demandes du clergé en Angleterre. Donc, ils vont les élèves franco-américains, ils vont recevoir une espèce de... Ils vont recevoir 3 cultures en même temps. Ils vont recevoir la culture américaine, ils vont recevoir bien entendu la culture canadienne, mais aussi il y en a plein qui vont recevoir la culture française vis-à-vis littérature et ainsi de suite. Donc ici, on a un exemple à droite, donc du bulletin de notes de Monsieur Gérard Bérubé en 1941 à Lewiston. Donc vous voyez, il n'était pas pire. Et on avait des A, des P dans la doctrine chrétienne, langue anglaise, française, dactylographie, il n'y a pas de notes. Puis ils s'en sortent pas mal. Mais ce que vous allez constater, c'est que tout est écrit en français, hein, dans les années 40. Donc pour certains, ça fait déjà 100 ans qu'on se retrouve aux États-Unis. Puis l'école se fait toujours en français. Puis à gauche, on va trouver le catéchisme d'histoire de franco-américaine. Donc ça a été publié par Josepha Benoit, dont je vais parler rapidement. Josepha Benoit était l'ancien maire de Manchester à 9 reprises. Je pense qu'il a été élu 9 fois à Manchester. Je pense il détient le record de maire à Manchester, ce qui est quand même pas rien. Puis, dans son catéchisme d'histoire franco-américaine, ce qu'il va raconter, c'est qu'il veut vraiment que les élèves franco-américains s'imbibent de la culture ou de l'histoire du Canada français ou l'Amérique française. Donc, on va poser des questions. C'est qui a fondé la Nouvelle-Orléans? C'est qui a exploré le Mississippi? Et ainsi de suite. Puis même, ça va aller qui a fondé les sociétés mutuelles en Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est vraiment comme une espèce de base. Et c'était répandu partout en Nouvelle-Angleterre à partir des années 30. Mais ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, on apprend l'histoire américaine et l'histoire canadienne. Pourquoi c'est drôle? C'est parce que c'est toujours 2 regards différents par rapport à l'histoire. Donc, souvent, lorsqu'on apprenait l'histoire américaine, surtout par rapport à la guerre de la conquête ou la guerre de 7 ans, si on apprenait l'histoire américaine, les méchants, c'était les Français et les Hurons. Et si on apprenait l'histoire canadienne, les méchants, c'était les Yankees et les Iroquois. Donc, souvent, les Franco-Américains s'en sortaient pas mal mêlés là-dessus. Et ça, c'est vraiment une chose répandue dont j'entendais souvent les gens, les Iroquois, c'était les bons, puis les Français. Nous, on était les mauvais, mais comment ça se fait? Nous, on est Canadiens. Donc, c'était pas mal mélangé et mêlant. Donc, moi, quand je fais des recherches là-dessus, ce qui m'intéresse davantage, c'est de savoir comment les gens ils ont maintenu leur français. Donc, ici, dans cette diapo, on a beaucoup de photos différentes, mais ce que j'aimerais attirer votre attention ici sur le diplôme, c'est écrit, diplôme mérité par Paul Martin, décerné à Paul Martin, puis pour l'école Sainte-Famille, puis c'est un diplôme bilingue. Puis l'année, c'est 1961.
Donc ça, c'est le diplôme de mon père, qu'il avait eu en l'équivalent du grade 8, donc ça serait secondaire 2, j'ai envie de dire. Puis, donc ça a été décerné à Lewiston encore dans les années 60. C'est une éducation bilingue. En fait, au début du 20e siècle, les écoles paroissiales canadiennes-françaises ont tellement enseigné en français qu'il y a eu des enquêtes du gouvernement des différents États, puis ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de Franco-Américains qui ne comprenaient pas l'anglais ou qui ne maîtrisaient pas comme il faut. Puis, surtout l'exemple avec le mail, ils ont en fait, dans les écoles publiques, le gouvernement avait interdit l'usage du français dans les écoles publiques à tel point que si on se faisait prendre en train de parler français, on était puni, on était retenu. Et c'était une loi qui a été instaurée en 1919, qui est restée jusqu'en 1967. Donc moi, je connais bien du monde, surtout du nord du Maine, qui aujourd'hui qui ont toujours vécu dans le nord du Maine, par exemple, et dont leur langue maternelle c'est le français, mais qui ont dû redoubler la maternelle 4 fois, 5 fois parce qu'ils parlaient pas anglais. Et donc, mais ce qui est vraiment triste, c'est que leurs instituteurs, les maîtresses, étaient tous francophones pareils. Donc en fait, c'était un système dont l'État faisait pour justement essayer d'assimiler les gens. Ce qui est quand même troublant de tout ça, c'est que c'est quand même perduré très longtemps, jusque dans les années 60. Dans les écoles paroissiales, on s'est rendu compte que c'est vrai qu'il y avait quelques lacunes par rapport à l'apprentissage de l'anglais. Donc, on avait dit qu'on allait faire un mélange, c'est-à-dire on va faire la moitié de la journée en français et l'autre moitié en anglais. Ce qui, encore une fois, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on devait faire un choix par rapport aux matières. C'est-à-dire que certaines matières seraient enseignées en français et d'autres seraient enseignées en anglais. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des lacunes par rapport à la langue vis-à-vis par exemple, souvent les maths, l'histoire américaine et la science étaient enseignées en anglais et le catéchisme et l'histoire canadienne étaient enseignés en français. Ça veut dire que les gens ne pouvaient pas s'exprimer par rapport aux sciences, aux maths en anglais parce qu'ils n'ont pas reçu cette éducation-là dans la langue. Et grosso modo, ils ne pouvaient pas parler de Dieu en anglais, par exemple, parce qu'ils ont tout se faisait par rapport à la religion en français. Ici, par exemple, on a des différentes compositions, des analyses grammaticales, tout écrit à la main. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées à Lewiston au tournant du 20e siècle. Ici, dans le Messager, notre quotidien à Lewiston, il y a monsieur André Janel dans les années 60 qui a remporté un prix, qui raconte l'histoire de d'Iberville à la Nouvelle-Orléans. Encore une fois, sa rédaction est transcrite dans le journal. Il avait remporté le prix pour le collège de l'Assomption à Worcester. Et puis, on est encore dans les années 60, donc c'est quand même intéressant. Donc, ici, je vous montre une photo de La Vengeance de Renaud. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un livre qui m'appartient aujourd'hui. Et c'est un livre que mon frère m'avait offert il y a quelques années. Et c'est un livre qui appartenait à ma grand-mère. Donc, vous voyez, ici, c'est ma grand-mère Muriel. Et puis, vous voyez à gauche, c'est écrit École Saint-Pierre, prix de calcul, lecture française et anglaise, accordé à Mademoiselle Marois, 1941. Et moi, je me rappelle, la première fois que j'avais vu ça, je me suis dit, hey, c'est écrit en français. Tout est écrit en français. C'était comme une révélation. Je me suis dit, en fait, étant né aux États-Unis, ça ne voulait pas pourtant nous dire qu'on ne se baignait pas dans un environnement français ou francophone. Et tout ça, ça m'a poussé à faire beaucoup de recherches et de comprendre à quel point on était vraiment autosuffisant en français partout en Nouvelle-Angleterre. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, La Vengeance de Renaud, c'est écrit au passé simple. Donc, pour ceux qui se rappellent du passé simple, c'est pas nécessairement bien simple. Donc, ça voulait dire aussi qu'elle avait une certaine maîtrise du français. Donc, ça veut dire qu'on est allé en profondeur. Donc, ça veut dire, encore une fois, on préparait nos jeunes franco-américains pour être prêts à s'exprimer dans les deux langues, mais vraiment d'une manière correcte. Donc ça, j'ai toujours trouvé ça vraiment intéressant parce que elle est née à Lewiston, sa mère est née à Lewiston. Donc, vous voyez, c'est vraiment de la continuation naturelle de l'esprit de la survivance en Nouvelle-Angleterre. Donc, comme on faisait aussi pour stimuler l'apprentissage du français, on faisait beaucoup de concours, des concours d'épellation, on faisait et tout ça c'était récompensé soit par des médailles, c'était récompensé par des bourses, et des bourses importantes. Donc par exemple, tout à l'heure je vais vous parler des sociétés mutuelles, notamment l'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique et ainsi de suite. C'est des sociétés qui voulaient vraiment stimuler, encore une fois, l'envie, puis de leur rendre le français quelque chose toujours d'actualité. Donc,
avec une bourse, par exemple, de l'Union Saint-Jean-Baptiste, on pouvait faire des études soit au séminaire de Saint-Charles-de-Borromée, comme on pouvait faire des études au Collège de l'Assomption, mais toujours dans le but de continuer nos études en français. Et c'était toujours possible, comme je disais, pendant près d'un siècle. Donc ici, à droite, on a le prix d'excellence en français. Et puis on voit, c'est le trésorier fondateur, Monsieur Édouard Boucher. Puis ça c'est intéressant, j'ai trouvé ça sur eBay, ça fait partie de mes vices, de trouver des produits, enfin des artefacts d'histoire franco-américaine sur eBay. Puis sur le revers de la médaille, ce qu'on retrouve, c'est décerné un certain Marcel Dumoulin, qui venait de Brantford dans mon coin. Et j'ai trouvé ça sur eBay alors que je pense que ça provenait de Californie ou je sais pas quoi. Donc c'est quand même intéressant de ce point de vue-là. Ici, en bas, à gauche, on trouve la photo de monsieur, le fameux Josaphat Benoît qui avait remporté 9 fois de suite le fait d'être maire à Manchester. Lui, il avait bénéficié d'une bourse scolaire pour étudier à Paris, à la Sorbonne, où justement c'était sa thèse, en fait, de parler de langue franco-américaine, où, suite à ça, il avait créé le catéchisme d'histoire franco-américaine. Donc, vous voyez, ça prenait vraiment beaucoup d'ampleur par rapport à le fait de sauvegarder et puis de toujours faire, de toujours faire instruire nos enfants canadiens ou franco-américains en français. Donc, on parle des écoles paroissiales, puis on va aussi parler de différentes... donc, ça va commencer avec le niveau primaire, et puis ça va continuer avec des études supérieures. Donc, ici, nous avons le collège Rivier. Donc, Rivier, c'est en honneur de Marie Rivier, qui a été béatifiée, qui avait fondé l'ordre des Sœurs de Présentation de Marie, qui se trouve à Nashua, au New Hampshire. Ici, nous avons le pensionnat c'est l'Académie Notre-Dame, la Villa Augustin, pardon, à Goffstown, au nord de Manchester, New Hampshire. Et puis ici, nous avons le collège de l'Assomption à Worcester, au Massachusetts. Puis ce qui est très intéressant avec le collège de l'Assomption, c'est vraiment un collège classique comme vous pourrez retrouver ici au Québec, que ce soit le collège de l'Assomption, à l'Assomption, que ce soit le collège de Sainte-Thérèse, le collège de Nicolette, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on va recevoir des franco-américains de partout de l'Angleterre, mais aussi des Québécois qui vont descendre pour suivre leur cheminement scolaire là-bas. Et c'était très réputé, c'était dirigé par les pères assomptionnistes, justement de Nîmes, là où j'étais en France. Donc ça, j'ai vraiment toujours trouvé ce parallèle très intéressant. Puis, encore une fois, on va vraiment recevoir 3 cultures au Collège de l'Assomption pendant près de 50 ans. Puis même tellement que c'était important le fait de préserver la langue française dans les études supérieures aux États-Unis. Les pères assomptionnistes, lorsqu'ils avaient fondé le collège en 1905, ils avaient dit si un jour on ne parlerait plus français ici, c'est parce que les Franco-Américains eux-mêmes l'auraient voulu. C'est-à-dire que on va rester qui on est pendant le plus long d'années possible. Puis si jamais on change, c'est parce que c'est la volonté des gens. Après, les forces assimilatrices, je ne sais pas si c'est la volonté, mais après on parlera. Et puis ici en bas, on a le Mont Saint-Charles à Woonsocket. Je vais faire un peu une parenthèse là-dessus. Donc bien entendu, avec autant de Canadiens français, le sport préféré, bien entendu, ça serait le hockey. Ce qui est très intéressant avec le Mont Saint-Charles à Woonsocket, c'est l'école secondaire qui détient le plus grand nombre de records de compétitions gagnées au hockey aux États-Unis. La deuxième, c'est l'école Saint-Dominique, là où j'enseignais pendant 5 ans. Donc, vous voyez, de lait culturel, sportif, c'était resté très fort et c'est incroyable. Il y a eu des documentaires, des thèses écrites là-dessus, comment le Mont-Saint... Mais en plus, c'était des frères du Sacré-Cœur, en plus. Donc ça, c'est pas vrai. Après les écoles, on va construire les hôpitaux. Parce que ça, c'est très important aussi. Il va falloir qu'on puisse soigner notre monde et puis qu'ils n'auraient pas besoin d'aller se faire soigner chez les protestants, chez les Yankees. Hein? Donc ça, c'est très important de savoir. Donc là, je vais vous parler de l'exemple de chez nous. Donc l'hôpital, ici, l'hôpital Sainte-Marie. Donc, prenons l'exemple de Lewiston-Auburn. En 1880, la population des deux villes est à peu près 40 000, non, je dirais 25 000 personnes. Jusqu'à date, en 1880, il n'existe aucun hôpital à Lewiston-Auburn. Et en fait,
ça sera le Monseigneur Pierre-Yves qui va faire les demandes aux Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe de venir prendre soin des veillards, des orphelins, les orphelins, ainsi de suite. Puis, en 1878, puis bientôt, on va devoir construire un hôpital. Donc, les Sœurs de la Charité sont arrivées et en moins de 10 ans, ils ont réussi à construire un hôpital. Bon, ça, vous dites, c'est très intéressant, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'était pas très bien vu vis-à-vis des protestants. Parce que pour eux, ça faisait déjà 150 ans qu'ils habitent dans ce coin-là. Ils n'avaient jamais fondé l'hôpital. Donc, pour eux, de se rendre compte que les Canadiens arrivent, ça fait moins de 10 ans, ils réussissent à construire un hôpital, ça leur faisait honte. À tel point que dans les journaux locaux, ils disaient, je dirais qu'ils prêchaient même aux gens de pas assister au bazar des Canadiens français pour pas qu'ils aillent soutenir les levées de fonds pour l'hôpital Sainte-Marie. Parce que justement, ça leur faisait mauvaise concurrence, à tel point que, suite à l'hôpital Sainte-Marie, vous savez quoi, il y a eu un Central Main Hospital, tout de suite après. Donc, il y a eu l'hôpital des Yankees suite à ça, parce que eux, ils ont dit, on peut pas se faire dévancer par les Canadiens qui viennent d'arriver, qui viennent à peine arriver. Donc, ça, c'est juste l'exemple de Sainte-Marie, l'hôpital Sainte-Marie à Lewiston. Après, en haut, on a l'exemple de Notre-Dame, l'hôpital Notre-Dame à Manchester. Ici, c'est l'hôpital de Sainte-Anne à Fall River. Encore une fois, ici, c'est l'orphelinat de l'asile Ely, puis l'hospice de Saint-Antoine à Woonsocket. Mais donc, tout ça, ça va être surtout desservi par les Sœurs de la Charité, que ce soit de Québec, de Saint-Hyacinthe ou Montréal, ou même d'Ottawa. Donc, vers l'apogée, je vais parler de ça tout à l'heure, mais vers l'apogée des fonds américains, on recense à peu près 28 hôpitaux et hospices à travers la Nouvelle-Angleterre chez les grands noyaux de Canadiens français. Comme quoi, un type accomplit de grand-chose. Donc, en dehors des églises, des écoles, des hôpitaux, on va bien entendu avoir des sociétés, des associations paroissiales. Donc, il faut bien alimenter la vie catholique, canadienne. Donc, on va avoir... Donc, ça, c'est juste un exemple des différentes associations religieuses qui existaient à Lewiston. Okay? Donc, c'est juste à Lewiston. Il faudrait, encore une fois, l'extrapoler sur toute l'étendue de la Nouvelle-Angleterre, que ce soit, encore une fois, Manchester, même des petits villages. Chaque ville avait plusieurs de ces associations-là. Donc, on parle, même qu'on retrouve ici au Québec, que ce soit le cercle de l'accordaire, il fallait pas boire, puis que ce soit les Dames de Sainte-Anne, la Ligue du Sacré-Cœur, les Enfants de Marie, la Ligue d'Action catholique, que ce soit l'Union Saint-Joseph, l'Œuvre du Tabernacle, et ainsi de suite. Donc, en dehors de l'école, l'hôpital, l'église, bien entendu, ça prend quoi? Ça prend la presse, ça prend les journaux, parce qu'il faut s'informer, puis il faut s'informer dans sa langue. Donc, on voit ça arriver hâtivement en Angleterre avec l'arrivée de la presse, notamment avec La Voix du Peuple, qui a été fondée dans les années 1850 à Manchester par Ferdinand Galion. Ferdinand Galion étant dans l'histoire de la franco-américanie, un des grands héros des causes franco-américaines, canadiennes, françaises, qui défendait justement les intérêts des Canadiens. C'était un grand orateur venant de Saint-Hyacinthe, qui n'a pas vécu très longtemps. Je pense qu'il est décédé à 38 ans. Puis, suite à La Voix du Peuple, on voit vraiment une quantité énorme de journaux qui vont apparaître. Mais souvent, ça va être très éphémère. On parle des journaux qui vont durer 2-3 jours. Il y en a certains qui vont durer 2-3 ans, mais à la fin, on va quand même avoir une quinzaine de journaux qui ont vraiment perduré dans le temps. Donc, notamment, comme celui-là chez nous, Le Messager, qui se trouve... Bon, je l'ai peut-être pas mis. On va en parler tout à l'heure. L'Empire public de Worcester, l'Indépendant de Fall River, l'Avenir national de Manchester, le Courrier de Holyoke au Massachusetts, la Justice de Bedford dans le Maine, le Journal du Madawaska dans le nord du Maine, ça c'est la Justice de Holyoke. La Justice de Bedford, le Courrier de Lynn, Massachusetts. Donc, chaque grande ville, que ce soit au Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, avait son propre journal, que ce soit hebdomadaire, quotidien, en français. Après, comme j'avais dit, la durée, la longévité du journal, ça pivotait des fois. Donc, si on prend l'exemple du Messager, ça c'est une fierté pour moi parce que c'est le Messager qui a duré le plus longtemps, enfin le quotidien qui a duré le plus longtemps en Nouvelle-Angleterre.
je sais pas si vous pouvez tous voir, mais ici en haut, c'est écrit le plus grand quotidien de langue française aux États-Unis. Donc, pour une ville d'à peu près 40 000 personnes, c'est quand même pas rien. Ça a été fondé en 1880 et puis ça avait perduré tant de temps jusqu'à 1967. Donc, ça a été fondé par le docteur Louis Martel, qui est originaire de Saint-Hyacinthe, plus tard acheté par monsieur Émile Tartivel, puis plus tard par Jean-Baptiste Couture, qui venait de Lévis. Et puis, monsieur Couture était propriétaire du Messager pendant, j'ai envie de dire, 50 ans, tous les jours. Et donc, comme vous voyez ici, quand il est décédé, le Messager en grand deuil. Ce qui est incroyable, c'est que le Messager est devenu quotidien pendant la Grande Dépression. Alors que les journaux franco-américains cessaient d'exister, c'est à ce moment-là que il a réussi à fonder, mais de le transformer en quotidien. Donc, dans le Messager, on pouvait lire toutes les nouvelles, que ce soit du Canada, de la France, d'autres États aux États-Unis, des différentes paroisses en Nouvelle-Angleterre. Souvent, il y avait une colonne qui s'était écrite chez nos gens. Donc, systématiquement, on avait parlé des Canadiens établis à Brunswick, des Canadiens établis à Augusta, des Canadiens établis au Massachusetts, et ainsi de suite. Puis on parlait de ceux qui sont décédés, ceux qui ont eu des succès politiques. Et c'était vraiment facile de faire le suivi des différentes populations canadiennes françaises en Angleterre grâce au Messager ou grâce au quotidien de la ville. Donc, il y avait vraiment beaucoup de journalistes qui contribuaient au Messager à travers le temps. Ici, notamment avec Louis-Philippe Gagné, qui est originaire de Québec, qui est arrivé dans les années 1920. Puis lui, il va vraiment marquer l'histoire de Lewiston parce que il a non seulement il est devenu maire en 1947, mais il a fondé ce qu'on appellerait plus tard l'association des vigilants, qui était responsable pour beaucoup d'activités qui situaient la vie franco-américaine et qui avait aussi fait venir le mouvement des racketeurs. Donc, à l'image du club des montagnards à Montréal, lui, il a fondé le montagnard à Lewiston. Et on le qualifie de la personne qui aurait amené justement ce sport aux États-Unis. Plus tard, on aura aussi Camille Le Sable-Bissonnette qui aurait écrit un roman qui s'appelle Canuck, où justement elle raconte la vie d'une femme qui travaille dans les filatures. Et puis, elle était vraiment importante, très impliquée dans le mouvement suffragiste dans l'État du Maine. Ici, nous avons tout un personnage, c'est Monsieur Chartrand des Accords, il était originaire de Saint-Vincent-de-Paul, à Laval. Et puis lui, en fait, c'est un monsieur qui était vraiment parti pour faire l'aventure, qui est allé devenir légionnaire de la Légion étrangère en France. Et puis lui, il est allé partir de combattre en Algérie. Puis tout ce qui, en fait, lui, il tenait une correspondance avec son frère qui lui reliait tous ses exploits dans le journal du Messager. Donc en fait, c'était possible à Lewiston, dans une population d'à peu près 3000 Canadiens français, de vraiment suivre ce qui se passait partout dans le monde. Donc ça, je trouvais ça toujours incroyable. Donc, le Messager était aussi responsable pour de nombreuses publications. Donc, encore une fois, ici, c'était le Messager à Manchester, c'est l'Avenir national, qui publiait des monographies paroissiales, des bulletins, des romans, toutes sortes de choses. Puis ici, par exemple, ça c'est juste quelques publications du Messager. Donc, au fil de la vie, c'était un recueil de poèmes du docteur Joseph Amédée Giroir. On avait le Sang noir de Louis Tesson. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Ça fait aussi partie de ma collection. C'est En Europe, note de voyage, écrit par Jean-Baptiste Couture, qui était propriétaire du Messager. Puis on voit ça, il est dans cette photo. En Europe, pas très bien, il est où? Vous le voyez pas, mais je vais quand même vous l'afficher. Ici, c'est le frère de mon arrière-grand-mère, Napoléon Bazinet, qui est né à Arthabasca dans les années 1867, j'ai envie de dire. Puis lui, il était allié avec Jean-Baptiste Couture et puis il a fait le tour de l'Europe. Donc, c'est quand même pas rien. Ça veut dire qu'il a eu un certain succès financier parce qu'il était quand même en mesure d'aller partir faire un tour en Europe. Puis tout ça s'est raconté dans ce petit livre qui a été publié dans le Messager. Une autre histoire intéressante, c'est l'histoire d'un soldat français qui était parti de Montréal faire la guerre, la Grande Guerre, donc la guerre 14-18, et qui raconte toute son histoire, encore une fois, dans une publication du Messager. Donc ici, c'est le monsieur lui-même qui était parti, le Français qui était parti faire la Grande Guerre, et puis lui, en fait, il a vraiment un parcours
parcours très intéressant. Donc lui, c'est un orphelin de la guerre franco-prusse. Et puis lui, il arrive à Montréal, et puis il travaille dans tout ce qui était le journalisme. Il a travaillé aussi dans le théâtre. C'est un grand comédien. Puis lui, il va arriver à Lewiston dans les années 20 parce qu'il avait toute une compagnie théâtrale qu'il avait fondée, qui faisait la tournée des grandes villes aux États-Unis. Et puis lui, il a décidé de s'établir à Lewiston parce qu'il y avait une telle demande pour le théâtre en français qu'il pouvait vivre en tant que comédien francophone à Lewiston. Et sur son lit de mort, en fait, lui, il vivait dans l'Hospice Marcotte qui faisait partie de l'hôpital Sainte-Marie. Puis j'ai retrouvé dans le messager ce qu'il avait écrit. En fait, dans l'Hospice Marcotte, on avait un groupe qui s'appelait les marchands ou les marchandes de bonheur. C'était un groupe d'hommes ou de femmes qui venaient faire des pièces de théâtre ou qui venaient essayer d'égayer le monde qui était soit des veilleurs, des gens mourants, et puis souvent ils montaient des pièces de théâtre. Et donc, en fait, il a fait tout un compte rendu, puis moi j'ai gardé juste la fin, je trouvais ça très beau, parce que ça représentait bien la réalité des francophones à Lewiston-Auburn. Il dit la représentation des femmes savantes de Molière a été à nouveau l'occasion d'une communion d'idées, d'un rapprochement des Canadiens français, des Français et des Franco-Américains dans une religion et un amour commun du verbe français qui fut leur lien d'origine, en 1943. Et ça, c'est vraiment vrai, que ce soit à Lewiston ou ailleurs. C'était vraiment... tout le monde se mélangeait, puis on tenait tant à cette identité-là. Donc, chez les Canadiens français devenus plus tard franco-américains, on sait quand même plusieurs qui ont eu des carrières assez importantes. Donc, celui qui se trouve au milieu, c'est Hugo Dubuc, qui c'est le premier Canadien qui a détenu le poste à la Cour suprême au Massachusetts, ce qui était quand même pas rien. Puis en haut, c'est Alphonse Daudelin, qui était originaire de l'Assomption au Québec, qui est parti avec sa famille. Ils avaient immigré à Worcester. Et comme il parlait français, c'était un monsieur instruit. C'est lui qui était consul américain à Marseille, en France. Donc, tout ça parce qu'il parlait français, puis bien évidemment, il connaissait bien le système américain. Ici, c'est Moïse Verrett, c'est le premier maire canadien de Manchester. Donc, tout à l'heure, nous avons regardé une vidéo avec un prêtre qui a raconté la vie des Canadiens. Puis ça, c'est son père à lui, Moïse. C'est le premier. Et depuis, j'ai envie de dire, lui, je pense qu'il avait gagné, il avait remporté les élections au tout début du 20e siècle. Et de lui, jusqu'en presque 2000, j'ai envie de dire, il y a toujours eu un maire d'origine canadienne-française à Manchester pour une ville d'à peu près 150 000 personnes. Donc, c'est quand même pas rien. Ici, nous avons Aaron Poitier, qui était le premier gouverneur d'origine canadienne-française pour le Rhode Island. Et puis, lui, il est arrivé au Rhode Island, il a accédé, il a commencé par devenir maire de Woonsocket, puis plus tard, il est devenu gouverneur. Ce qui est intéressant chez M. Poitier, c'est que pendant les expositions universelles à Paris dans les années fin 19e siècle, début 20e, il va réussir à convaincre les industriels du nord de la France de venir installer leurs usines à Woonsocket à cause de la main-d'œuvre francophone. Faut le chercher un peu, mais c'est vrai. Ce qui va arriver, c'est que des industriels français de Tourcoing, de Roubaix et autres, vont venir s'installer leurs usines parce qu'il y avait tellement de Canadiens francophones que ils n'avaient pas besoin d'apprendre la langue ou quoi que ce soit. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, il y a tout un lait par rapport à ça. Levez la main si vous avez déjà vu la série Les Tisserands du pouvoir. Justement, c'est cette histoire-là qu'on raconte dans la série. Il y a justement l'intrigue, c'est la jeune femme qui va sortir avec le fils du patron, qui était français justement. Et ça, c'est vraiment particulier à Woonsocket. Puis ici, c'est le major Edmond Mallet, qui lui, en fait, est né à Montréal, mais sa famille va partir à New York, au New York, l'État de New York, dans les années 1850. Puis lui, il va participer à la guerre de sécession. Puis lui, il va vraiment gravir dans les échelons, puis il va devenir major. Et puis lui, il va plus tard, vu l'arrivée des Canadiens français, il va vraiment prendre en charge le contexte politique pour les Canadiens français, les encadrer. Et puis lui, c'est un des Canadiens qui a servi c'est le premier à servir au niveau fédéral des États-Unis. Donc c'est quand même pas rien.
Donc, en dehors des journaux, on va avoir aussi toute une littérature franco-américaine. Donc, ici en haut, on a la journaliste Corinne Rochelot, qui était à The Fall River, qui a beaucoup écrit. Et puis ici, on a Jeanne la Fileuse. Donc là, Jeanne la Fileuse, un des premiers romans qui a été écrit, qui décrivait la vie des Canadiens français dans les filatures. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce livre-là a été écrit par Honoré Beaugrand. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Honoré Beaugrand, c'est qui? C'est l'ancien maître de Montréal. C'est aussi celui qui a fondé La Patrie, le journal de La Patrie. Donc, en fait, lui, il était parti à Fall River pendant un bout de temps. Il avait travaillé, il était très émouvant. Il était vraiment influencé par ce qu'il avait vu. Il a écrit ce livre. Il est retourné à Montréal. C'est là où il a eu tout son succès politique et ainsi de suite. Mais, effectivement, lui, il était là pour, justement, il avait vécu ça. Il avait observé ça et vous voyez le lien encore, c'est très puissant. Donc il va y avoir des romans, il va y avoir aussi beaucoup de livres qui vont raconter l'histoire des différentes villes franco-américaines. Donc ici, dans chaque paroisse au Québec, on va toujours trouver une monographie paroissiale qui va célébrer soit le centenaire ou le 150e anniversaire, mais c'est pareil en Nouvelle-Angleterre. Donc on va avoir des livres qui vont raconter l'histoire de la paroisse de Saint-Louis à Lowell. Enfin, il existe des centaines et des centaines de publications comme ça. Puis, par exemple, ici, c'est le livre d'or des Franco-Américains à Worcester. Ça, c'est un livre incroyable. On est capable il y a comme un directoire avec tous les noms de famille canadiens français, ce qu'ils faisaient comme travail, où ils vivaient, puis ce qu'ils faisaient. Enfin, c'est vraiment une mine d'or. Puis ici, on a aussi ce qu'on appelait le guide franco-américain. Dans le guide franco-américain, ça a débuté dans les années 1898, j'ai envie de dire, jusqu'aux années 40. C'était une espèce de répertoire où on pouvait ouvrir une des pages, que ce soit dans le Maine ou le Connecticut. Puis dans le livre, on pouvait voir, par exemple, qu'il y avait un certain Charles Gagnon qui travaillait en tant que dentiste à Lewiston, qui était propriétaire, qui avait 3 enfants. Et en fait, on retrouve toutes des petites notices biographiques dans le guide et ça permettait aux gens de faire du réseautage. Ça permettait moi, je suis quelqu'un qui vient de Lévis, je viens débarquer à un petit village, j'arrive à Salem, au Massachusetts, je connais personne. Ben là, j'ouvre le guide franco-américain, puis là, je sais déjà, OK, il y a des gens qui font ci, qui font ça, j'ai un nom, et ça permettait aux gens encore une fois, de créer, reconstituer leur réseau. Ici, c'est une photo du jeune prêtre qu'on avait vu, cette photo lorsqu'il était jeune, du prêtre qu'on avait vu dans le reportage, Alain Verrette. Puis ici, il est rendu pourquoi je parle de lui? Parce que lui était responsable pour de nombreuses publications, notamment les monographies paroissiales, et aussi toute la série de ce qu'on appelle la vie franco-américaine. Dans la vie franco-américaine, c'est incroyable. Il y a toutes sortes de parties différentes, des catégories différentes. On va parler des écoles, on va même dire que, par exemple, il y a eu tel curé qui a été muté de telle ou telle paroisse qui a été envoyé en Louisiane. On va vraiment faire tout le suivi de ce qui se faisait comme vie active chez les Franco-Américains pendant une dizaine d'années, dans les années 30, 40. Et c'était vraiment une façon de savoir, OK, il y a eu telle pièce de théâtre qui a été jouée à Lowell pendant deux jours. C'était vraiment très intense. Puis ici, encore une fois, on ne le voit pas nécessairement très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans la salle qui reconnaît ce monsieur-là? C'est Henri d'Arles. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Henri d'Arles est originaire de Victoriaville. C'est Henri Baudette, en fait. Puis, lui, il va vraiment connaître un succès littéraire très important. Il était reconnu comme officier de l'Académie française. Il était vraiment un peu omniprésent partout. Ce qu'il faut savoir, c'est un prêtre dominicain en premier qui va venir dans mon coin à Lewiston, puis plus tard va aller à Manchester, puis il va revenir au Québec. Et encore une fois, c'est quelqu'un d'une grande renommée à travers l'Amérique française francophone. J'en passe. Donc, en dehors des publications, des livres, on va aussi avoir, bien entendu, le théâtre. Donc, dans le théâtre, c'est très intéressant. Ici, je pense que si ma mémoire est bonne, c'est les Cloches de Corneville, ici en haut, de Molière. Et ça, c'était joué à Lewiston. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu une telle quantité de pièces théâtrales jouées à Lewiston à un tel point qu'il y avait l'historien québécois d'origine française qui s'appelait Robert Rumilly, qui a beaucoup écrit sur les grandes hommes politiques québécois et ainsi de suite, mais qui a écrit un livre sur l'histoire des Franco-Américains sous les auspices de l'Union Saint-Jean-Baptiste. Puis dans son livre, il dit que à Lewiston, il y a une telle concentration, une telle densité de culture, de théâtre, qu'on pourrait
presque le qualifier de l'Athènes de l'Amérique française. Donc, pourquoi je vous partage ça? C'est parce que, bon, évidemment, ça me rend fier, c'est chez moi, mais c'est pour vous montrer à un tel point qu'il y avait une reconnaissance par rapport à la vie intense franco-américaine qui vivait, qui perdurait aux États-Unis. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de Monsieur Savarin, le Français qui est venu à Montréal. Ici, c'est sa troupe théâtrale. Donc, c'est ici Monsieur Savarin avec sa femme. C'est la comédie d'Henri Miral qui va jouer dans le théâtre de la ville, le théâtre Priscilla. Je pense que c'était à tous les mois pendant 2 ou 3 ans, il me semble, quelque chose du genre. En dehors d'autres sociétés, il y avait la Société d'histoire franco-américaine qui avait son siège à Boston, qui regroupait de nombreuses personnes à travers la Nouvelle-Angleterre, aussi le Canada, qui faisait venir les invités, des conférenciers de partout, qui faisait venir des grands renommés aussi de l'époque et venir faire des conférences ou des discours. Il y avait, par exemple, quand c'était temps de faire le 2e congrès de la langue française à Québec avec Monseigneur, le cardinal Villeneuve, à Kémirois, pardon. Lui, il est venu parler devant la Société d'histoire à Boston, par exemple. Donc, en dehors du théâtre, on va bien entendu parler de la musique, parce que la musique, chez les Canadiens français, c'est quelque chose de tellement important. Donc, ça, c'est juste un exemple des productions musicales à Lewiston. Donc, dans chaque ville, donc, bien évidemment, beaucoup de familles canadiennes-françaises avaient toujours l'instrument, ou plusieurs instruments joués en veillée, tout ça. Mais en dehors de ça, on faisait beaucoup de concerts de fanfares. Chaque club avait sa propre fanfare, ou chaque paroisse avait sa propre fanfare. Donc, quand c'était le temps de faire la parade de Saint-Jean-Baptiste, mais chaque église avait sa propre fanfare. Donc, par exemple, à Lewiston, ça faisait 5, à Manchester, ça faisait 8 fanfares de différentes paroisses. Ici, j'attire votre attention sur la fanfare de l'Association Saint-Dominique. C'est une carte postale. Et puis ici, c'est mon arrière-grand-père Henri Mavois. Puis ici, c'est les petits chanteurs de la paroisse de Sainte-Famille de Lewiston. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les petits chanteurs de Granby, et ainsi de suite, pour certains? Donc, on faisait beaucoup de concours, bien évidemment, pour les petits chanteurs. Et je me rappelle, donc moi, un monsieur me tend un livre, ça s'appelle, je pense que c'est le 15e anniversaire des petits chanteurs à Lewiston. Donc, bien évidemment, moi, ça m'intéresse. Donc, je l'ouvre. Puis, le monsieur, il me le donne, et là, je regarde, puis je montre ça à mon père. Et puis, là, il arrive sur cette photo-là, et puis il me dit, ben, tiens, c'est moi. Mon père, il est dans la photo. Puis, bien entendu, mon père, il collait dans l'intérêt pour le français, tout ça. Il m'avait jamais raconté qu'il était petit chanteur, il avait oublié. Et là, quand je lui ai dit, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles des concours, des compétitions des petits chanteurs? Il dit, ouais, ça me dit quoi? Je dis, est-ce que les petits chanteurs de Granby? Ah oui, je me rappelle, il y avait beaucoup de monde qui était descendu, on était tous réunis dans le Colisée, puis je dis, mais pourquoi tu m'avais jamais raconté ça? J'avais oublié. Donc, ça faisait tellement partie de sa culture. Il ne pensait pas que c'était quelque chose de bien spécial, par exemple. Donc, le festival La Bonne Chanson, ça te dit pas? Oui, avec le Pierre Gadebois. Et savez-vous que La Bonne Chanson, en fait, c'est parti de France avec un certain barde breton qui s'appelait Théodore Botrel, qui est arrivé ici à New York puis à Montréal au début j'ai envie de dire, 1902-1903. Puis en fait, l'idée, c'était d'avoir un recueil de chansons qui, évidemment, promouvait des valeurs chrétiennes, des valeurs ancestrales, de rester sur sa ferme. Et c'est le Père Gadebois de Saint-Hyacinthe qui a repris, puis qui faisait circuler les brochures, les fascicules de La Bonne Chanson. Et ce qui est très intéressant à savoir, c'est que le premier festival de La Bonne Chanson en Amérique du Nord a eu lieu à Lewiston en 1940, sous les auspices sous les auspices de l'Association des Vigilants, qui a été fondée par le monsieur dont je vous ai parlé, monsieur Louis-Philippe Garnier. Parce que monsieur Louis-Philippe Garnier, il avait compris, avec La Bonne Chanson, on pouvait vraiment regrouper du monde, et on va faire un spectacle de ça. C'était quoi? C'était une compétition des différentes écoles paroissiales de Lewiston, où on allait faire chanter la chorale de Sainte-Famille, de Sainte-Marie, puis on allait décerner des prix. Puis justement, on allait inviter le père Gadebois de venir et être juge, justement. Et puis plus tard, on allait reproduire ce même phénomène au Québec, qui est partout en Angleterre. Donc ici, c'est le programme Souvenir de la Bonne Chanson à Lewiston la première fois. Quand il y a eu le festival de la Bonne Chanson à Lewiston, dans les journaux, dans le Messager ou dans le journal de langue anglaise, on parle d'à peu près 5000 personnes qui sont venues assister au festival. Donc c'est quand même pas rien.
Et puis, ici, par exemple, ça c'est la chorale, je pense que c'est de Saint-Pierre, l'école Saint-Pierre. Et ici, c'est la fille de Monsieur Louis Filigali, une de ses filles. Puis ce qui est très intéressant avec Monsieur Louis Filigali, était très impliqué avec, encore une fois, avec la culture, la musique, le théâtre. Puis lui, avec ses enfants, il avait fondé ce qu'on appelait le Septuor Garnier. Puis à la radio, il faisait chanter. Lui, il chantait avec ses filles et nous avons un extrait d'une chanson. Et si ça vous tente, ça vous parle, je vous invite à chanter avec eux. C'est l'Aviron. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pris mon œil derrière moi sur le bateau. Ensemble! L'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. Donc ça a été tourné à Lewiston, vous voyez? Donc ça, c'était partout. J'ai une petite théorie d'ailleurs que le sens communautaire, le sens de communauté franco-américaine a pallié justement aux difficultés d'adaptement. Mets-toi à la place des Franco-Américains, mets-toi dans l'ambiance. Ici, tout le monde demeure dans le quartier ici, dans d'énormes blocs à 4-5 étages. Et tu plantes l'église dans le milieu, là, l'église exactement au milieu, l'école élémentaire pour les jeunes filles ici, le couvent, puis le collège des Frères Maristes, là bas de la rue. Donc la vie intense, familiale, centrée sur les valeurs évidemment religieuses pour nourrir la vie familiale, comme il l'était à l'époque, puis la vie musicale. Qu'est-ce qui fait la différence? Il y avait un journal franco-américain, l'Étoile, qui avait été fondé en 1888, puis il y en avait eu d'autres avant. Ici, tu peux avoir toute une vie française avec les magasins, avec la culture franco-américaine qui pouvait s'épanouir comme il voulait, dans le système américain. Le monde se connaissait tout dans toutes les parties du petit Canada, là, dans toutes les... Et puis, dans ce temps-là, les premiers temps, là, on avait des parties tous les samedis soirs. Tous les samedis soirs à l'année, on avait des parties. On dansait des quadrilles toute la veillée jusqu'à 3 heures du matin. On n'avait pas besoin d'excuses pour en faire une dans ce temps-là. On dansait des quadrilles, on chantait des chansons réponses jusqu'à 3 heures du matin, puis là, on arrêtait. Puis là, on était tout temps. Là, on se laissait chasser. On allait tout à la messe en procession, là, la messe à 5 heures. La messe à 5 heures. 5 heures le matin, là, on partait tout en procession là, pour s'en aller à la messe à 5 heures. Tout ce que c'est qu'il y avait à la veillée, là. Ben, il vidait une chambre. Il prenait une chambre à coucher, là, puis il vidait. Il prenait une chambre à coucher, puis il vidait, puis il prenait tous les meubles, puis il apportait ça sur le voisin. Puis là, on avait notre veillée, là, puis à 6 heures du matin, ben, il transférait les meubles dans la chambre à coucher. On faisait bien que ça, tout à l'heure. Nous autres, quand on débarrassait la maison, on descendait tout ça dans la cave. Les tables, les bureaux, tout dans la cave. Puis d'autres disaient, ah oui, je me souviens, le samedi soir, si on marchait dans la rue du Petit-Canada, en été, on entendait des chants partout, des quadrilles dans un bloc, une soirée dans un autre, le piano mécanique qui jouait dans un autre bloc. Parce que les blocs étaient très proches ensemble. Donc, comment s'égayer? Il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'auto, il n'y a pas de cinéma. Il faudrait faire quelque chose. Mais tu vois, c'est la musique qui rejoint le cœur d'un peuple. C'est la musique qui rejoint l'âme du peuple. Surtout, c'est une tradition populaire. Si ça a été conservé en Nouvelle-France à partir du début de l'immigration, les soirées le soir, l'hiver, les soirées du bon vieux temps, le jour de l'an, les réveillons, évidemment, les semailles, les récoltes, on chantait en même temps. Ça, c'est dans l'âme du peuple. C'est par la chanson que le peuple pas seulement s'instruit, mais que le peuple survit, parce que si on pense que ces gens-là, en grande majorité, étaient illettrés, donc c'est une tradition orale très, très forte.
Ça, c'est venu ici en Nouvelle-Angleterre avec les gens. On ne cesse pas de chanter parce qu'on est en Nouvelle-Angleterre, évidemment. Et oh, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Terrebonne. Ce sont les filles de chez nous, quand t'es pas dans la compresse. Ils se mettent toutes à genoux, tout en l'entour du prêtre. Oh, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Terrebonne. Ils se mettent toutes à genoux, tout en l'entour du prêtre. Ma fille, qu'avez-vous fait pour venir en confesse? Oh, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Terrebonne. Ma fille, qu'avez-vous fait pour venir en confesse? Mon père péché que j'ai fait, c'est d'avoir aimé l'homme. Oh, tu t'en souviendras, ma mignonne, du curé de Terrebonne. Mon père péché. Donc vous voyez un peu, hein? Puis non seulement quand on chantait qu'on veillait, mais on recevait des grandes vedettes, notamment Jean Grimaldi, puis la Bolduc. La Bolduc venait à Lewiston, puis partout, elle faisait la tournée avec toute la troupe théâtrale, justement. Puis on partait... en fait, juste à Lewiston, par exemple, je pense qu'il était venu à 3 reprises. Puis même M. Louis-Philippe Gagné était un ami personnel de Jean Grimaldi. Puis juste pour faire une petite anecdote drôle, c'est que j'avais entendu ça de la fille, une des filles à M. Gagné, c'est que l'épouse de M. Gagné, elle devait faire sécher son linge dehors, et puis elle était sur le balcon. Puis là, elle voit arriver son mari, Louis-Philippe Gagné, avec Jean Grimaldi. Puis là, elle dit, mais j'ai pas eu le temps d'enlever le linge, puis j'ai pas nettoyé la maison, puis là, je reçois Jean Grimaldi à la maison. Donc, c'est quand même pas rien, là. J'ai envie de dire, c'est quelque chose. Donc, bien évidemment, on avait toutes les sociétés mutuelles. Donc, ici, au Québec, on avait la Saint-Jean, enfin, tout ce qui était la Saint-Jean-Baptiste, la Société de la Saint-Jean-Baptiste. Aux États-Unis, on avait l'Union Saint-Jean-Baptiste d'Amérique, qui regroupait à son apogée à peu près 50 000 membres. Il y avait vraiment beaucoup de sociétés mutuelles, que ce soit l'Association canado-américaine, les forestiers catholiques, que ce soit l'Alliance nationale, que ce soit la Société des artisans canadiens français. Ici, juste un exemple, ça c'est juste les différents conseils de sociétés mutuelles à Lewiston-Auburn. Juste avec ça. Encore une fois, il faut imaginer ça sur l'étendue de la Nouvelle-Angleterre. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sociétés mutuelles différentes juste à Lewiston, avec leur représentation. Et évidemment, je vous avais parlé du hockey. On avait donc Lewiston, Manchester ailleurs. On avait les différentes équipes qui regroupaient en grande majorité les Canadiens français. On avait les compétitions de la raquette, des raquetteurs. Puis à quel point on a eu la convention internationale à Lewiston dans les années 50. Puis ici, vous allez voir l'arrivée, justement, avec les différents types de fanfares, des montagnards, des gens qui sont descendus de Sherbrooke, qui sont descendus de Victoria, qui sont descendus de Montréal. Puis là, ils vont défiler dans les rues pour aller en procession à la messe de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, vous voyez encore une fois, c'est dans les années 50, et puis vous voyez vraiment le nombre de personnes. Puis ça, c'est tous les différents groupes, les différentes clubs. Il y avait les Diables Rouges, il y avait les Femmes de la Gaieté, il y avait les Montagnards, il y avait le Club Jacques Cartier, il y avait toutes sortes de... vous voyez grandir le drapeau québécois. En 1949, on va célébrer le centenaire franco-américain. Pourquoi en 1949? C'est parce qu'encore une fois, on attribuait la fondation de la paroisse de Saint-Joseph de Burlington comme la première paroisse canadienne-française fondée en Nouvelle-Angleterre. Et pendant ce temps-là, on se regroupait, on faisait beaucoup de célébration, et pendant ce temps-là, on avait profité du moment pour faire une espèce de recensement des différents secteurs de la vie franco-américaine. Donc ici, je vais quand même juste faire un petit portrait des différents faits saillants. C'est que les franco-américains de la Nouvelle-Angleterre représentaient à peu près 10% de la population, représentaient 26% de la population catholique. Sur toute la population, on avait à peu près, 970 prêtres répartis sur 8 diocèses différents. On avait un corps enseignant de 3300 personnes. On avait 264 écoles franco-américaines bilingues. On avait
178 paroisses nationales et 107 paroisses mixtes ayant un curé franco-américain. On avait 30 caisses populaires. Donc, comme même image, même qui était comme celle de Desjardins, avec un actif de 30 millions de dollars. On avait 4 grandes sociétés qui regroupaient 125 000 membres avec un actif de plus de 25 millions, 28 hôpitaux et hospices, 21 publications régulières avec 2 quotidiens, dont Le Messager, et 20 émissions radiophoniques. Donc, vous voyez un peu, s'il y a de quoi faire rêver un peu. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, effectivement, malheureusement, aujourd'hui, si on parle dans ces endroits-là, comme avait souligné M. Saint-Arnaud, on peut trouver des noms de famille, on peut trouver des noms de rues, on peut trouver des églises, des choses comme ça, mais aujourd'hui, le français, ça se parle très peu. Dans l'État du Maine, autrefois, dans les années 70, on parlait d'à peu près un quart de la population qui parle français à la maison. Aujourd'hui, c'est plus 3-5. Donc, c'est surtout une question d'âge, ou bien, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui parlent français qui sont issues de l'immigration francophone de l'Afrique sous-saharienne. Et ça a été souligné dans un documentaire qui s'appelle Le Carrefour, où justement, c'est une madame Desjardins qui grandit à Lewiston, qui finalement, en assistant à l'école, commence à avoir honte de ses origines, parce que être francophone à l'époque, ça voulait dire vraiment quelqu'un d'inculte ou qui était voué à faire un travail manuel et qui n'était pas capable de parler anglais comme il faut. Donc, elle voulait vraiment s'éloigner de cette identité-là. Et c'est en rencontrant les personnes issues de l'immigration francophone de l'Afrique aujourd'hui qu'elle a repris fierté de pouvoir parler français. Et tout ça s'est raconté avec un monsieur qui vient du Congo, qui justement doit quitter chez lui parce qu'il est devenu réfugié. Et tout ça, ça se fait en français. Puis là, elle lui montre le petit Canada, elle lui raconte ça. Puis lui, il est vraiment heureux de savoir qu'il y a du monde qui parle encore français, parce que ça lui permet de s'exprimer comme il faut, puis de se sentir à l'aise. Et aussi, ce qui s'exporte beaucoup aussi en francophonie dans notre coin, c'est la poutine. Donc, cette année, on a eu 3 festivals de la poutine, notamment à Portland dans le Maine, à Burlington dans le Vermont, puis à Manchester dans le New Hampshire. C'est mon ami Tim Beaulieu qui organise ça. Ça existe depuis 6 ans environ. Et c'est vraiment quelque chose qui relie le monde, parce que les gens viennent par appétit, bien entendu. Puis, quand ils vont entendre la musique québécoise. Ils vont avoir des stands, des kiosques avec des différentes sociétés qui continuent à préserver l'identité. Et puis, c'est quelque chose d'universel. Hein. Vous savez, la pizza et tout ça, c'est pour les Italiens, ou que ça prend quelque chose de tangible pour les gens, que les gens qui les reconnaissent, qu'il y a quelque chose qui perdure, qui existe encore comme d'éléments de la culture. Après, si on peut toujours qualifier la poutine comme culture québécoise, oui, non. Ça, c'est tout un sujet à débat, on va en parler plus tard. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, juste avant de clôturer, c'est qu'effectivement, on a fait vraiment un survol rapide. Je tenais à vous montrer des éléments, de vraiment en faire encore une fois, de faire comprendre. Les Canadiens, quand ils sont partis, ils le sont restés, les Canadiens, grâce à l'infrastructure de l'Église, grâce à l'infrastructure des écoles, des journaux, pendant près de 100 ans. Aujourd'hui, c'est plus le cas, des choses ont changé, mais il y a vraiment une volonté des gens qui sont d'origine canadienne, ou même des francophiles, d'essayer de préserver ce qui reste et même de le faire rayonner. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, comme vous avez fait comme geste tout à l'heure, quand vous avez levé le main, effectivement, ça c'est votre histoire aussi. C'est la mienne, et surtout, c'est la nôtre. Merci. Merci beaucoup, Captain. Merci à Julie de nous avoir présenté le conférencier. Merci aussi à M. Saint-Arnaud qui a fait un petit préambule. C'est vraiment intéressant de voir ce qui se passait ailleurs. Moi, dans ma famille, on entendait souvent parler de Lowell, on entendait parler de Lewiston, de Manchester. Les autres villes, un petit peu moins. Si vous avez passé juste avant la conférence, on a une petite exposition sur différents endroits, alors que les French Canadians, quand je suis allée aux États-Unis dernièrement, ils m'ont dit.
Alors, Biddeford, entre autres, Fall River, Durham, Lewiston, Lowell, Manchester, Providence, Woonsocket. Alors, c'est peut-être des noms de villes que vous avez entendu parler. Alors, il y a différentes informations qui sont sur les panneaux, alors qui parlent un peu du petit Canada de l'époque. Alors, c'est le temps aussi de regarder au niveau de l'architecture, parce que il y a un peu de nous là-bas. Il y a des architectes, entre autres, Alfred Laliberté, qui était dans ce coin-là. Donc, il y a beaucoup d'œuvres d'Alfred Laliberté qu'on entend parler ici, mais ça a l'air qu'il y en a tout autant là-bas. Donc, il y a des personnalités connues aussi. Donc, un merci bien spécial parce que, dans le fond, la ville de Plessisville qui nous encourage fortement, la CADA, bien sûr. On a aussi des petits paniers cadeaux. Je continuerai avec mes autres remerciements tout à l'heure. Donc, Madame Lise Payer-Bourque qui nous a apporté des petites choses à donner à nos conférenciers. Et Monsieur Jean-Pierre Barry. Donc, je vais demander à Julie et à Jean-Pierre de s'avancer pour vous offrir un petit panier cadeau. Et comme on a dit, bien, la poutine est renommée du secteur, mais nos produits d'érable tout autant. Est-ce qu'il faudrait des taxes là-dessus? Juste de l'autre côté. Voilà, c'est ça. Merci à Guillaume. Nous allons dire boire, vous sucrer le bec pendant un petit moment. Je quand même, J'ai un autre cadeau. Oui? Ah, parfait. J'ai une clé USB pour toi. Oui. C'est 6h30 d'une ferme antique qu'on a de vidéo à l'action de Fête du patrimoine 2014. C'est tout là en direct. Oh, merci mille fois. Merci beaucoup. Donc, je remercie encore M. Normand Bourque qui suit l'actualité de la Société d'histoire, mais qui a été aussi un très grand vendeur de billets. Alors, il a reçu Bourque. Merci beaucoup. Ah oui. Une personne qui n'est pas ici présente, mais qui est venue dernièrement dans nos locaux faire des petites recherches et venir parler de son histoire, M. Francis Giguère, qui est un bénévole à distance de Yellowknife. Donc, si vous avez suivi notre page, il a fait aussi une petite capsule pour parler de la Société d'histoire et de l'événement d'aujourd'hui. Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, mais tout le comité, tous les bénévoles de la Société d'histoire, Nicole qui est là aussi, sans qui tout ça ne serait pas possible. On a aussi une commandite du Tim Hortons qui est là. Merci à vous tous d'être venus. Alors, votre présence en grand nombre démontre un grand intérêt pour l'histoire. Et j'ai une profonde conviction qu'il faut aller de l'avant, mais il faut savoir nos origines. Alors, vous avez, en terminant, bien sûr, un petit goûter qui est là. Donc, partez pas parce que il y a des petites bouchées sucrées dans les paniers, mais il y en a tout autant sur la table derrière. Et je vous dis en finissant qu'on se reverra peut-être dans 2 ans. Et merci à vous.